Conversation avec Monsieur Zola. Les Novosti, un livre sur Dreyfus, récit historique. Sous ce titre, M.E. Semenov, le correspondant parisien des Novosti, publie une interview de Monsieur Émile Zola dans le dernier numéro de son journal. Nous la donnons à titre documentaire. Votre manière de voir en ce qui concerne l'affaire Dreyfus ressort clairement de votre article. Et, si je suis venu chez vous, ce n'est pas pour vous poser des questions indiscrètes en vue d'obtenir des réponses sensationnelles. Je veux seulement vous demander ceci. Comptez-vous profiter de cette affaire extraordinairement dramatique comme d'un sujet pour un de vos prochains ouvrages? Note. Eugène Kogan Semenov, en 1899, pendant le procès de Rennes, interrogé par le journaliste Jean Bernard, il racontera qu'il avait cru à la culpabilité de Dreyfus, condamné par ses pairs et camarades, jusqu'à la campagne de Bernard Lazare et l'intervention de Zola, qui ont, je cite, « fait sortir au grand jour tous les détails épouvantables de ce drame historique ». Fin de citation. Le procès de Rennes, page 431. Fin de la note. Si vous étiez un journaliste français, je ne vous dirais rien, et vous voyez tout de suite pourquoi. Mais, comme vous écrivez en russe et pour la Russie, je vous dirais oui, après avoir pris connaissance, une connaissance approfondie de cette affaire, j'ai naturellement résolu d'en profiter. Mais comment et pourquoi, je ne le sais pas encore moi-même. Que de passion il y a là, que de psychologie humaine, que d'intérêt en conflit. Donner à cela forme dialoguée, non en vue de la scène assurément, non point pour l'argent, non pour le scandale, mais créer une œuvre où tout reposerait sur la lutte pour la vérité et la justice, comme cela est intéressant. Voilà ce à quoi j'avais d'abord pensé. Mais j'ai trouvé cette forme incommode, et je me suis mis à en chercher d'autres. Je n'ai rien trouvé de mieux, rien de plus intéressant, de plus empoignant, de plus instructif que la forme du récit historique. Oui, continua en s'animant de plus en plus le célèbre écrivain, oui, j'écrirai l'histoire de cette affaire, parce que je la connais tout entière, telle qu'elle est. Je sais la vérité, et on ne peut s'imaginer rien d'émouvant, rien de plus rare dans l'histoire. J'ai pensé dans un temps à écrire l'histoire du Panama, mais elle est pleine de bassesse et de boue, tandis qu'ici, dans cette affaire, nous rencontrons les passions les plus fortes, une extraordinaire beauté, un crime extraordinaire. Et je ne parle pas de l'espionnage, fait ordinaire dans les relations internationales, et des caractères rares à notre époque. Que peut-il y avoir de mieux en réalité que l'histoire de cette affaire, avec tous ses détails, avec tous ses motifs, avec tous les motifs psychologiques des personnages agissants? Que peut-il y avoir de plus instructif? Pour moi, psychologue, c'est mon domaine. Et les caractères des personnages agissants. Avant tout, les trois figures centrales, les trois caractères principaux dont vous trouverez difficilement les pareils, ce sont trois types. Scheurer-Kestner, dont j'ai parlé, l'innocent Dreyfus et le vrai coupable. Zola parlait d'une voix haute et nette au milieu du profond silence qui régnait dans tout son hôtel. Et en dehors de ces trois caractères, poursuivit Zola, combien de personnages en évidence qui luttent contre la vérité, qui sont intéressés au mensonge, et combien qui la réclament et travaillent pour elle. Il n'y a pas d'intérêt supérieur pour l'historien, pas de sujet plus élevé pour l'histoire, dont l'action se ramène en définitive à la lutte pour la vérité et la justice. Vous demandez quels sont ces personnages, quels sont ces hommes. Si vous avez lu mon article, si vous m'écoutez attentivement, vous devinerez qui ils sont, et si vous le devinez, vous comprendrez pourquoi je ne partage pas la conviction générale que la vérité ne tardera pas à se faire jour et que tout se découvrira. Oui, l'affaire est simple et claire, mais, précisément parce que des intérêts et des hommes trop considérables tendent à étouffer la voix de la vérité, on ne la connaîtra pas de sitôt, quoique certainement tout, sans exception, doit finir par être connu. Ce sera difficile, il faudra faire beaucoup d'efforts, mais tout se découvrira. Et les hommes puissants qui luttent maintenant contre la vérité verront se vérifier à leur préjudice le vers du poète « Quos vult perdere, Jupiter dementat ». Note « Jupiter rend fou ceux qu'il veut perdre ». Euripide. Fin de la note. Bien entendu, je n'écrirai l'histoire de cette affaire que quand elle aura reçu son dénouement. D'abord, elle m'a surpris, pour ainsi dire, au milieu de ma besogne quotidienne, de travaux livrables à échéance fixe, que je ne puis abandonner. Ensuite, pour l'histoire, il faut attendre la fin de l'affaire, elle suit son cours. En dehors de ce que j'ai dit, je ne dirai et n'écrirai rien.
Si je m'entretiens avec vous, c'est parce que vous êtes russe. Quant à notre presse, vous voyez comme, à de rares exceptions près, les passions sont débridées, le scandale déchaîné, et tous les sentiments humains pervertis. Mon Dieu, en causant avec vous et en pensant à cette grande Russie si différente de nous, et par les mœurs, et par la disposition morale, et par la race, oui, quoi qu'on en dise, si différente de nous, que pense-t-elle? Que peut-elle penser devant les excès de cette presse? Chez vous, à Saint-Pétersbourg, on sait ce qui se passe, chez nous, on comprend, on apprécie, on est habitué à tout. Mais en province, mais dans les autres villes, que peut-on penser de ce mensonge homérique, de cet obscurcissement prémédité, de ce qui doit être clair pour l'esprit humain, accessible pour l'âme humaine? C'est dans son genre un terrible drame historique, qui, ici, pour nous, peut être compréhensible, mais qui, là-bas, vous m'excuserez, n'est-ce pas? Vous comprenez que, pour le moment, je ne puis parler des détails de l'affaire. Je dois me taire, d'autant plus qu'absorbé par mes travaux, je ne puis rien faire personnellement. À quoi travaillez-vous maintenant et quels sont vos projets? Vous savez que je n'aime pas à parler de mes ouvrages quand ils sont, pour ainsi dire, en germe. À présent, je ne sais pas encore moi-même auquel d'entre eux je me mettrai, mais d'ici à 1 mois ou 6 semaines, lorsque l'impression de mon roman sera terminée, note Paris qui paraîtra en mars 1898 chez Charpentier. Fin de la note. Je serai prêt à vous faire part de mes projets et de mes plans.